toutes et à tous. Merci de votre patience. Il y a eu de nombreux embouteillages. Merci d'être aussi nombreux parmi nous ce soir. Au nom de la CTM, je vous souhaite la bienvenue au domaine de la pagerie. En janvier 2000, de rendre visibles tous ceux qui jusqu'à ce jour avaient été effacés de ce domaine. Je veux parler des personnes mises en esclavage à l'habitation de la pagerie. Ce travail a été rendu possible grâce à une étude scientifique confiée à un docteur en histoire, Mme Jessica Pierre-Louis, ici présente, qui nous parlera tout à l'heure. Et je cite cette étude parce que pour nous, ça a été le début de l'aventure que nous vivons à la pagerie pour les Martiniquais et avec les Martiniquais. Cette étude devait être le socle d'un chantier de fouilles archéologiques sur l'habitat servile qui n'a pas eu lieu en 2019 à cause de la crise sanitaire, mais cette étude a permis à un certain nombre de projets de prendre vie, notamment la muséographie, et très tôt, depuis 1 an, nous vous avons présenté leur prénom, leur âge, leur valeur marchande, leur métier, mais nous avions aussi en projet de vous donner à entendre, parce que nous souhaitons leur rendre leur humanité et vous permettre d'entendre des parcours de vie de personnes mises en esclavage qu'il est difficile de trouver. C'est ainsi que la même Jessica Pierre-Louis nous a trouvé dans des sources judiciaires le procès qui a été fait à Émilie, esclave domestique de la mère de Joséphine, et qui a été condamnée à mort. À partir de ce procès, nous avons nourri un projet avec un certain nombre de complices, de scientifiques, de partenaires institutionnels, financiers, projet porté par la CTM, pour vous permettre de découvrir tout simplement qui était Émilie dans son quotidien en tant que femme, ce qu'elle faisait. Donc ce soir, nous vous présentons en avant-première, en comité restreint, ce projet que nous inaugurons officiellement dans le cadre des Journées du patrimoine et qui fait l'objet d'un dispositif de douche sonore qui sera ajouté à la nouvelle muséographie, notamment à l'espace où nous présentons ces personnes mises en esclavage dans l'ancienne cuisine. Pour vous parler de la vision de la CTM qui porte et qui embrasse ce projet, je voudrais appeler à mes côtés, lui céder la place, vous demander de l'applaudir, Mme Michèle Morose, qui est présidente de la commission culture, art et patrimoine. Merci beaucoup, Madame Lupine. Bonsoir à tous. Monsieur Ledac, bonsoir. Merci beaucoup d'être là ce soir, présent. Monsieur Serge Vecchini, Madame Casimirius, Monsieur Salibert vous transmettent leurs salutations. Ils sont vraiment conscients de l'importance de ce moment et de cette manifestation. Ils savent combien c'est important pour les Martiniquais et pour la pagerie aussi de redonner de la voix. Et ce soir, c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour redonner de la voix avec Émilie. Voilà, elle a un prénom, donnons-le lui, parce que c'est elle qui va nous permettre de rentrer dans les arcanes de son procès. C'est grâce à elle, grâce aux études de Mme Pierre-Louis qui nous a accompagnés, qu'on va pouvoir redonner une voix à Émilie et redonner une voix aussi à tous les anonymes. Parce que si de plus en plus la Martinique se réapproprie ces grands noms, ceux qui ont contribué à quelque époque que ce soit à la lutte, à la résistance, comme Nina Sophie, comme un peu plus tard André Aliquet et bien d'autres, il y a aussi tous les anonymes qui luttaient eux aussi sur l'habitation. Il y a les marrons, ceux qui pratiquaient ce que certains historiens appellent le grand marronnage, et puis il y a ceux qui restaient sur l'habitation et qui, à leur façon, en donnant des informations aux marrons, en empoisonnant les bêtes, en empoisonnant les maîtres, eh bien, ceux-là aussi contribuaient à la lutte et à leur façon montraient qu'ils étaient des hommes et qu'ils étaient épris de liberté. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir dans ce lieu ô combien symbolique, puisque nous avons longtemps eu une mémoire, et il n'est pas question de dire qu'elle n'existe pas, c'est celle de Joséphine et de Napoléon, mais il serait incohérent
et presque, j'ose le mot, immoral de ne pas aussi parler de ceux qui ont été mis en esclavage. Donc ce soir, c'est vraiment avec émotion que nous allons rencontrer Émilie. Et pour la CTM, c'est vraiment un moment important parce qu'il permet vraiment d'être dans ce que nous prenons la culture comme facteur de valorisation, vraiment, et comme outil de construction, de reconstruction identitaire. C'est vraiment important pour nous et la pagerie à ce niveau-là joue un rôle incontestable. En plus, nous sommes en plein dans la décennie des afro-descendants. Donc, il y a toute une réflexion qui est marquée au niveau mondial et nous avons encore d'un plus en Martinique de participer à cette décennie à notre façon. Alors, ce que je veux dire avant de commencer, je ne serai pas plus long, c'est que je vous remercie d'être là. Je vous remercie de marquer par votre présence l'importance du moment, le respect aussi qu'on doit à l'esclave Émilie et à tous ceux qui ont été sur cette habitation et sur d'autres. Et puis je vais terminer en remerciant Mme Pierre-Louis. Je vais terminer en remerciant aussi tous ceux qui nous ont donné accès aux archives. Il y a eu un travail important fait avec les avocats. Je veux remercier aussi, je ne m'en pas pour n'oublier personne, les artistes de l'autre bord. Merci beaucoup, parce que ce qui est aussi intéressant dans ce moment, qu'on va découvrir dans quelques instants, c'est que nous sommes au confluent de plusieurs domaines, disciplines. Il y a de la culture, il y a de l'histoire, il y a de l'art, il y a de la science, il y a de la sociologie, et c'est aussi ça, souvent à la pagerie d'ailleurs c'est le cas. Donc ce soir encore, on découvre l'histoire, on redécouvre l'histoire par le biais de tous ces regards croisés. En tout cas, merci beaucoup. Et comme d'habitude aussi, je tiens à remercier le personnel, plutôt les collaborateurs de la pagerie, qui sont toujours au rendez-vous, engagés, et qui permettent à ces rendez-vous de se tenir, et donc à la culture de poursuivre son œuvre. Merci. Merci Madame Montand. Je vous disais tout à l'heure que la recherche scientifique pour nous à la pagerie commence réellement en 2019 avec des dossiers montés en 2018. Je voudrais appeler à mes côtés la direction des affaires culturelles représentée ici par son directeur, M. Christophe Promesse, qui depuis le début a accompagné la pagerie financièrement, techniquement, humainement, tant pour l'étude scientifique de Jessica Pierre-Louis que pour le chantier de fouilles archéologiques sur l'habitat Serville et que sur ce dispositif de douche sonore. La DAC a toujours été à nos côtés. Soyez-en remerciés et nous souhaitons vous avoir à nos côtés pour quelques mois. Écoutez, Madame la Présidente, Madame la Directrice et toute l'équipe de la pagerie, Mesdames et Messieurs, je voulais vous dire qu'au nom du préfet de la Martinique qui n'a pas pu être présent ce soir, c'est à nous de vous remercier parce que c'est vous qui nous avez emmenés dans une aventure où nous pensons qu'il ne suffit pas de réhabiliter, restaurer les lieux de patrimoine, mais qu'il faut aussi les réparer. Et les réparer comment? C'est en faisant un travail sur la mémoire. Et vous êtes un véritable laboratoire, parce que c'est grâce à vous, à l'expérience réussie que nous avons menée sur la pagerie avec vous, que nous avons décidé d'accompagner d'autres lieux dans des recherches historiques avec des historiens, des historiennes, de faire ce travail, d'aller rechercher la mémoire des lieux, d'aller faire ce travail exigeant pour permettre, pourquoi pas, de nourrir de nouvelles muséographies, de nouvelles scénographies telles que vous l'avez fait. Et puis ce soir, on est là aussi pour vous remercier pour ce côté aussi d'innovation dans la médiation culturelle. Donc je voulais aussi vous remercier. On est au moment des journées du patrimoine, un moment un peu particulier pour nous parce qu'on n'a jamais été aussi débordé par l'offre. Nous avons plus de 145 événements pendant ce week-end, 90 lieux qui ouvrent. C'est un record. Nous n'avions jamais eu ça en Martinique. Je ne sais pas si la météo sera au rendez-vous et si le public sera au rendez-vous, mais en termes de mobilisation, il y a une appétence, une envie autour du patrimoine. Et je vous remercie de jouer un rôle important parce qu'à la pagerie, vous avez décidé de faire une offre dédiée pour les jeunes qui détiennent le Pass Culture. On a plus de 8000 jeunes âgés de 18 ans et c'est maintenant ouvert aux 15-17 ans. Et vous leur faites une offre particulière qui va faire que vous avez un accent sur la jeunesse,
Donc ces douches sonores, ce travail que vous mettez en place, vous le mettez au service d'une jeunesse, et pour nous c'est la priorité, c'est aussi faire le lien entre la jeunesse et son patrimoine de proximité. Voilà, donc je voulais vous remercier parce que c'est vous qui nous donnez la dynamique de ce travail, et vous êtes un véritable laboratoire. Donc Madame la Directrice, remercier toute l'équipe pour cette collaboration, et très belle soirée à vous. Nous faisons parce que tous autant que vous êtes, parmi les visages que je vois ce soir, chacun d'entre vous a apporté une contribution à nos côtés. On va reparler d'études historiques, je vais l'appeler à mes côtés parce que cette innovation, passer d'une source judiciaire à un travail artistique, moi je voudrais appeler Jessica Pierre-Louis, sous vos applaudissements. Pour que Jessica nous dise si c'est facile. Une fois qu'on trouve la source, comment on l'analyse, comment on travaille avec les équipes de la Paris et comment on en vient à l'art, Jessica. Bonsoir à tous. Est-ce que c'est facile? Non. C'est souvent beaucoup d'heures de patience pour rechercher de la documentation. Alors on est à une époque où la numérisation facilite grandement l'accès. Et par exemple, pour le procès d'Émilie, j'ai eu la chance d'avoir accès à une partie de la documentation qui est numérisée, qui est aux Archives nationales d'Outre-mer. On a aussi les archives départementales ici, où on a de la documentation et j'ai pu consulter. Donc c'est d'abord récupérer toute cette documentation, l'analyser, donc en fait rechercher, comprendre le contexte, s'intéresser pour le procès d'Émilie à d'où vient Émilie, qui sont les autres personnages concernés, qui raconte, qui rapporte le procès. Quand il y a un interrogatoire d'Émilie, c'est Émilie qui écrit? Non, c'est pas Émilie, c'est un greffier qui rapporte. Donc, comment est-ce que le discours, par exemple, ces paroles rapportées peuvent être détournées, des mots changés? Est-ce qu'elle parle en créole, elle? Parce que les paroles, elles sont rapportées en français. Donc voilà, on va se poser des questions, et puis on va essayer de trouver dans la documentation des réponses, de les éclairer par rapport au contexte de l'époque pour mieux comprendre ce qu'a été sa vie. Alors là, c'est pareil, on est dans un procès, mais en fait, l'interrogatoire, il permet d'avoir d'autres informations que juste la question de l'empoisonnement. On a des informations sur sa vie à elle, sur sa famille, elle a une mère, elle a des sœurs, on a des informations sur ce qu'elle fait, elle a un élevage de volailles avec une de ses sœurs, et puis elles vont les vendre au marché pour avoir une petite monnaie. Puis là, ça pose à nouveau des questions, parce que normalement, un expert, ça ne pose rien du tout. Mais en fait, elle possède quelque chose. Voilà, donc on a plein de questions qui, au fur et à mesure qu'on trouve de la documentation, il y a des nouvelles questions, puis on va chercher de la nouvelle documentation pour essayer d'y répondre. Et puis après, il faut pouvoir le transmettre et le partager avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément historiennes de formation. Donc c'est aussi produire de la documentation qui va pouvoir être utilisée, comme ici pour de la médiation. C'est échanger avec d'autres personnes pour leur partager ce qu'on arrive à déduire de l'histoire d'Émilie à partir de la documentation qu'on a trouvée, pour qu'à leur tour ils puissent en faire quelque chose. Et ce soir, en l'occurrence, pour mettre en voie son histoire à elle. Merci Jessica. Le moment attendu est arrivé. Vous voyez que j'ai mis beaucoup plus grave. Le procès d'Émilie arrive. Je vais juste vous demander deux choses. La première, c'est de faire le plus grand silence possible, puisque les artistes n'auront pas de micro. Et la deuxième, et vous l'entendrez aisément, nous vous demanderons de ne pas applaudir à la fin de la prestation artistique. Merci.
M'en dit maman, mon cas monter au soir. C'est pas rien, mon cas n'allait maman là. Réalisé, mon cas réalisé. Mettez tambour, mettez la calida. M'en dit maman, mon cas monter au soir. C'est pas rien, mon cas n'allait maman là. Réalisé, mon cas réalisé. Mettez tambour, mettez la calida. M'en dit maman, mon cas monter au soir. C'est pas rien, mon cas n'allait maman là. Réalisé, mon cas réalisé. Je me nomme Émilie. J'ai 30 ans. Je suis de religion catholique. Je suis une esclave. Métive de Madame de la Page. De temps à autre, je l'accompagne à la ville et dans mes moments libres, j'élève avec ma sœur Brigitte quelques poules que nous vendons au marché. Aujourd'hui, le 7 juin 1806, je suis accusée d'avoir tenté d'empoisonner ma maîtresse. Connaissez-vous celui ou celle qui a mis du verre pilé dans le repas de Madame de la Pagerie? Non, je ne connais pas cette personne. Qui vous a remis l'assiette? C'est Pelage, le nègre domestique de Madame de Joigny. Il me l'a remise à la porte de la salle à manger. Est-ce vous qui avez immédiatement porté à Madame de la Pagerie cette assiette? C'est moi-même. Quelle a été votre réponse lorsque Madame de la Pagerie a senti sous ses dents une chose inhabituelle? J'ai répondu que ça ne pouvait être que du sable. Elle a vérifié et reconnu du verre. Et moi-même, j'ai bien vu que c'était du verre. Comment du verre pilé s'est retrouvé dans l'assiette de petits pois servis à Madame de la Pagerie, alors que plusieurs personnes ayant mangé de ces petits pois n'ont trouvé dans leur assiette aucune trace de verre pilé? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. J'ai pilé du verre dans un papier pour nettoyer la lame de couteau et le verre pilé a été porté dans l'assiette de petits pois par le fond. Non. Si vous saviez que du verre pilé était tombé dans l'assiette, pourquoi avoir répondu alors qu'il s'agissait de sable? Esclave Émilie, laissez-nous entendre ce que vous vous obstinez à cacher. La vérité. J'ai dit la vérité. Votre déclaration sur le verre pilé est fausse. On ne pile pas du verre pour nettoyer la lame d'un couteau. On ne conserve jamais, sans dessein, du verre que l'on aurait pilé. Comment le vent ouvrirait ce papier pour faire voler ce qu'il renferme dans l'assiette de petits pois que vous teniez à la main? Nous vous sommons de nous dire la vérité. Je vous demande pardon.
jamais aimé. Mes services lui étaient odieux. Je désespérais de ne jamais parvenir à mériter son affection. J'ai décidé de me venger de la haine qu'elle me portait en l'empoisonnant avec du verre fumé. Avez-vous été aidé dans votre projet criminel par quelques complices? J'ai rencontré à plusieurs reprises une vieille maîtresse, Thérèse. Vous êtes-vous servi du verre pilé qu'elle vous a donné, le même jour qu'elle vous l'a remis? Oui, elle me l'a donné mardi dernier à elle. Manger de ma maîtresse. Je suis Thérèse, monsieur le juge, négresse de la chaîne. J'ai 66 ans. Je suis employée à la garde de la basse-cour du gouvernement depuis environ 4 ans, monsieur le juge. Connaissez-vous les domestiques du gouvernement? Je connais seulement ceux-là qui viennent à la basse-cour, monsieur le juge. Qui sont-ils? Seulement les nègres de l'écurie, monsieur le juge. Jean-Louis, Lubin et Agnelle. Vous ne dites rien d'une certaine mulâtresse qui venait quelquefois vous voir et avec qui vous causiez lorsqu'elle passait dans la basse-cour. Les seules mulâtresses que je connais, monsieur le juge, c'est Marie et Solange. C'est les mulâtresses de madame de Sensé. Connaissez-vous la métive Émilie, esclave de madame de la Pagerie? Oui, je la connais, monsieur le juge. J'ai oublié de vous parler d'elle parce que je l'ai vue 2 fois seulement dans la basse-cour. Je lui disais bonjour et bonsoir comme ça, en passant. Vous rappelez-vous du jour le plus récent où vous l'avez vu passer? Il y a peut-être un mois et demi, elle passe avec un pot plein de lait. Mais depuis ce jour-là, je ne l'ai pas vue. Un bûcher a été dressé dans le lieu le plus apparent de Port-de-France. J'ai vu les flammes s'approcher. Elles ont léché patiemment mes chairs. Mes cendres se sont envolées au vent du matin.
cendres se sont envolées et j'ai rejoint les abysses. J'entends encore les coqs chanter au lointain, les chiens japper sur mon passage. Je me suis dispersée. J'ai inondé la terre de mon corps et de ma voix. M'entendez-vous? Je suis partout. Dans les champs de la nuit et dans le bruit des vagues sur le rivage. M'entendez-vous lorsque l'averse tombe sur la tôle des toits? Oui, c'est moi. Émilie. Je suis partout. Je suis partout. Mettez la qualité. M'en dit maman, mon cas monter au soir. C'est pas rien, mon cas mène aller mon maïla. Les arrivés, mon cas réalisé. Donc ça impose de garder le silence encore un peu. Je vais vous présenter donc les comédiens honneur aux dames. Léophana Valentine dans le rôle de Thérèse. Rita Ravier dans le rôle d'Émilie. Et Guillaume Malassier dans le rôle du juge. Et puisque nous avons la chance, l'unique moment de les avoir ce soir parmi nous, puisque demain nous inaugurons un dispositif de douche sonore, nous aurons le son, les voix, mais nous ne les aurons pas à nos côtés. Nous vous proposons, si vous en êtes d'accord, un petit temps d'échange avec eux de 10-15 minutes. Et pour ce faire, tout à l'heure, M. Pomès parlait de l'équipe de la pagerie. Eh bien, écoutez, on va un peu changer les voix et je vais appeler Yoma Silla, qui est guide conférencière à la pagerie, et Ghislaine Orca, médiateur, qui vont animer cette interaction avec vous. Il y a déjà une question. Il y a déjà une question. Merci infiniment pour ce très
C'est vraiment extrêmement fort. J'avais une petite question. Vous avez tous les trois chargé de garder les textes en main. Est-ce que c'est un choix, j'imagine? Est-ce que c'est une volonté de dire que finalement, ce pas les textes inventés, mais c'est des textes qui sont écrits et que vous redonnez? Voilà. Quelle est l'intention derrière ce choix? Alors, le projet, en fait, qui est né suite à l'enregistrement que vous entendrez dans la cuisine, l'ancienne cuisine, là-bas, c'était lors de la soirée d'inauguration de proposer une lecture mise en espace. Et en effet, on s'est posé la question, voilà, est-ce qu'on apprend le texte ou pas? Et puis, en fait, on s'est dit, non, nous allons conserver cette forme-là, en fait, de lecture mise en espace, parce que je pense que c'est une forme, on va dire, d'expression assez peu courante. On va souvent au théâtre voir des comédiens qui ont appris un texte, qui jouent. Et voilà, on a trouvé que c'était intéressant d'avoir ce texte-là. Et puis, je rebondis sur ce que vous avez dit. En effet, ça peut ramener aux écrits, en fait, notamment ceux à partir desquels Jessica Pierry a travaillé. Je précise que c'était une question de Dominique Rogers, qui est conseiller scientifique de la page. Alors, moi, j'ai une question pour vous, Tarabie, qui est concentrée émue. Moi, j'aimerais bien qu'elle nous parle de sa rencontre avec Émilie, en tant que comédienne. Sacrée question. La rencontre avec Émilie, pour moi, Émilie est rattachée à un lieu, donc c'est déjà être dans ce lieu que de la rencontrer. C'est déjà être dans un lieu de mémoire, sentir les vibrations. Il y a la mur, mais il y a les âmes. Et elles sont là. Elles sont là avec lui. Et elles sont heureuses que ce travail de mémoire, de réparation, soit fait. Essentiel pour chacune des parties, j'ai envie de dire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, rencontrer Émilie, c'est lire. C'est lire tout ce qui nous a été transmis par Mme Pierry, évidemment. Et c'est imaginer ensuite, se faire soi, s'approprier cette histoire. Qu'est-ce que j'aurais ressenti si j'avais été Émilie? Si cette maîtresse, tout au long de ma vie, m'avait fait me sentir tout simplement plus minuscule qu'un ver de terre. Et je pense que chargé de tout cela, on essaie, en tout cas en tant que comédien, d'honorer, parce que ce sont des vies réelles, ce ne sont pas des vies fantasmées ou romancées, ce sont des vies réelles. Et donc c'est avec, en tout cas je crois, beaucoup de respect que j'essaie de l'interpréter pour que son histoire touche les âmes et que cette volonté de mettre en avant cette histoire commune en parlant, en commémorant, en célébrant, en les remerciant pour le travail fait avant nous. Je crois que c'est ainsi, en tout cas pour moi comédienne, que je prends la charge de ce personnage. Oui, bonsoir. Dans la lecture de Rita, il a dit qu'elle est partout. Et à la fin de la lecture, j'ai eu très bien. Il n'était pas là au début, mais là il faut parler. Et moi, je me sens dans le bouche de l'intérieur, sur le dos. Merci à vous pour toi. Une autre question. Je voulais savoir combien de temps ça vous a pris pour vous imprégner chacun de vous des textes afin de faire ressentir l'âme de chaque. Je vais commencer. Combien de temps
Alors déjà, il y a la lecture des écrits, il y a aussi des discussions entre nous. Qu'est-ce que nous ressentons, qu'est-ce que nous comprenons de l'histoire, du procès verbal, qu'est-ce que nous retenons. Et globalement, on peut dire un mois et demi, est-ce que c'est juste? Voilà. En sachant que dans ce travail, il y a eu plusieurs étapes de travail. Il y a eu déjà la lecture, il y a eu comment raconter cette histoire en présentant l'humanité sous-jacente à ce procès verbal. Parce que lire un procès verbal, il n'y a rien de plus rébarbatif. Sachez-le, ce sont des pages et des pages de notes et il faut pouvoir tirer, j'ai envie de dire, la quintessence. Et puis ensuite, il y a des allers-retours aussi, il faut le souligner, avec l'équipe de la pagerie, avec l'œil avisé de Mme Pierre-Louis, qui nous fait part de ses avis dans le choix des mots, dans la construction. Et petit à petit, nous construisons en échangeant cette histoire. Et je rajouterais que dans les différentes étapes, il y a eu une première lecture qui a été faite en présence de Jessica Pierre-Louis, de Ghislain Lorca, de Yoma Silla également, qui est là-bas. Je me dis, et Madame Daribo, exactement, vous êtes là. Et donc nous avons fait cette lecture juste à côté, je ne sais pas comment ça s'appelle, je suis désolé, à la Magnoquerie, pardon, j'ai oublié. Et nous leur avons en fait présenté une étape de travail à travers une lecture mise en espace. Voilà, c'était là. Et donc là, c'est la deuxième fois qu'ils entendent ce texte, mais dans une autre proposition scénique, dans un autre espace. Voilà. Et donc, tout ça pour vous répondre, madame, que nous avons eu le temps de nous laisser imprégner par ces personnages-là. Voilà. Et puis, il y a eu aussi, l'étape de l'enregistrement au studio, où là, quand même capital, là, nous étions tous réunis et nous avons fait ce travail d'écoute. Et parce que dire un texte à voix pleine, là, c'est une chose. Enregistrer, c'est encore une autre écoute en termes de souffle, en termes de projection, en termes d'intériorité. La voix à travers un micro, c'est encore un autre travail. Donc, ce que nous voulons signifier, c'est que cela a été un travail en plusieurs étapes et chaque étape nous a nourris parce que nous nous nourrissions aussi des retours de Yoma, de Jessica, de Ghislain, de Mme Daribo, et c'est toute cette collaboration qui a mené à cela aujourd'hui. Oui, bonsoir. En fait, deux questions surtout sur le procès. Juste pour comprendre, le procès aujourd'hui pour une tentative de meurtre, pour voir comment ça dure. Donc, je voudrais savoir si le texte que vous avez lu, c'était vraiment l'intégralité du contenu du procès. Alors, non. Nous avions, en fait, dans le cahier des charges, nous devions respecter, en fait, un temps bien précis de 7 minutes. Voilà. Et donc, c'est le temps que durent les douches sonores que vous entendrez certainement tout à l'heure. Donc, nous avons dû faire des choix. Voilà. Parfois, c'était un petit peu frustrant. Voilà. Nous avons fait des choix pour que ça dure 7 minutes. Et ce soir, nous voulions vraiment vous présenter les touches sonores, en fait, ce que vous allez entendre. Merci pour cette question. Je sais pas si vous avez quelque chose sur les contenus scientifiques, peut-être, en termes de lecture. M. Malassé dit qu'il a dû faire des choix, il a dû faire des coups. Je crois qu'il a eu l'intégralité de ses actes en main. Est-ce que tu peux rajouter un petit mot par rapport à ça? En fait, comme disait Vita, c'est très rébarbatif. Les interrogatoires, on pose des questions, on répond, et on a donc. On va pas, enfin c'est vraiment, là on rentre plus dans des aspects de médiation, de muséographie, mais on ne va pas pouvoir laisser la personne debout 1 heure à écouter l'intégralité des questions. Donc on a essayé dans nos échanges de voir quels éléments nous paraissaient les plus importants à transmettre.
qui racontent à la fois l'histoire du procès, mais qui permettent aussi d'avoir ces petits éléments de la vie d'Émilie, de ce qu'elle était, de ce qu'elle pouvait ressentir. Donc ça a donné des choix drastiques et difficiles. D'autant qu'il y a le texte du procès qui est très long, mais là il y a aussi le fait d'apporter quelque chose que je souhaitais, que vous avez entendu, il y a des fonctionnaires de bruitage, et évidemment ça prend dans les 7 minutes qui étaient imparties, donc ça a été une sélection difficile. Après, les documents sont numérisés en ligne, donc si vraiment parmi vous il y a des passionnés, c'est possible d'aller lire. Il y a une question par là. Bonsoir. Ma question est la suivante. Y a-t-il des archives disponibles d'autres procès de ce type? Et si oui, pourquoi avoir choisi celui d'Émilie? Alors, la réponse est, il y a d'autres procès, mais pas nécessairement qui concernent le domaine de la page. Et dans l'idée du travail de médiation qui a été fait ici, c'était quand même de raconter des histoires des personnes qui ont vécu sur ce site. Donc, si vous voulez lire d'autres procès, d'esclaves, que le sujet vous intéresse, mon collègue Dominique Rogers a écrit un livre avec 4 autres personnes qui s'appelle Voix d'esclaves et qui justement utilisent ce qu'on appelle les greffes, et donc des procès qui ont eu lieu pour d'autres raisons qu'empoisonnement, d'ailleurs, pour tout un tas de raisons, où du coup on a des informations sur les esclaves, sur leur voix à travers ces récits. Pour la pagerie, je ne crois pas en avoir vu d'autres pour l'instant, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ils ne sont pas forcément conservés. Jusqu'à nous aujourd'hui, nous n'avons pas encore découvert. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je souhaiterais donc remercier le comédien pour la qualité de la scène qui a été jouée ce soir. En venant, je ne savais pas forcément trop à quoi m'attendre et je dois avouer que j'ai été un peu remuée, secouée. J'ai même eu des frissons à un certain moment. Et j'aimerais savoir, en tant que comédien, puisque vous avez déjà certainement interprété nombre de scènes, de romans, etc., j'aimerais savoir, est-ce que l'histoire d'Émilie, l'histoire de ce procès particulièrement, a changé quelque chose en vous, en votre façon de voir cette période de notre histoire, ou d'interpréter d'autres choses? Est-ce que ça a changé quelque chose en vous? Tous les trucs. Nous ne sommes pas très jeunes, tous les trois. Donc nous avons un certain nombre d'années de scène, d'autres beaucoup plus que certaines. Donc au niveau de notre métier, on ne va pas dire que ça nous a apporté. Quelque chose de transcendant, mais ça nous a permis de mettre un pied dans l'histoire de ce lieu, dans l'histoire de ces personnages. Et en fait, c'est aussi un acte différent de remonter dans le temps, sachant que ce temps fait partie de notre vie quelque part. Donc, ce que ça a apporté chez moi, c'est déjà de savoir que
les esclaves, quand on dit esclaves, on pense effectivement que tous, ils étaient maltraités et ils n'avaient pas, comme disait Marie-Pierre, la possibilité de gagner un peu d'argent en dehors du fait de servir, par exemple, dans la maison de sa maîtresse. Et en fait, ce que ça m'a demandé, c'est de me projeter vraiment dans ce procès, dans mon implication, dans cette accusation et dans ces faits d'Émilie, parce qu'en fait, j'ai été aussi instigatrice en lisant par le moyen d'employer les maîtresses. Et je sais que pour m'imprégner dans le moment présent, je me disais, tu aurais dû piler le verre beaucoup plus fin, et puis que la maîtresse ne sente pas les verres sous sa dent. Et me dit, regarde où ça t'a mené, j'aurais dû piler plus avant. Donc, c'est le travail du comédien pour voir les émotions. Alors, pour vous répondre, la première grande dame historique que j'ai eu à interpréter, c'est Nina Sophie, grâce à l'association Culture, Égalité et le travail de M. Barreau qui est là présent ce soir. Et moi, ce que j'en retire toujours en travaillant et en approchant ces personnages, premièrement, c'est la connaissance de mon pays, de l'histoire de mon pays. Et je crois que c'est comme une généalogie. Quand on sait d'où l'on vient, on est bien plus ancré. Si j'avais un mot, je dirais verticalité. Pour moi, ancrage et verticalité dans mon pays, dans ce pays, avec fierté. Parce que souvent, on parle de notre histoire par pan. On a été esclave, on a été battu, on a été... Mais il y a eu des luttes, il y a eu des tentatives, il y a eu des combats. Et je trouve que quand on regarde l'histoire sous cet autre angle, ça nous raconte autre chose de nous-mêmes. Nous ne sommes pas issus d'un peuple battu. Nous sommes issus d'un peuple qui s'est battu. Et je crois que cela, pour moi, c'est fondamental. Et quand je le dis, ce n'est nullement ni en réaction par rapport à l'autre. C'est d'abord pour moi-même. Donc, voilà, je trouve que c'est important. Et j'aime ce type de rôle parce que je rencontre des gens formidables, parce que j'ai le sentiment, en tant que comédienne, de servir une cause plus grande que moi aussi. Et de toutes les façons, personnellement, cela m'élève. Voilà, élève ma conscience, élève ma façon d'embrasser mon pays. Je crois qu'il y a un proverbe africain qui dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Je crois que c'est ça. Moi, je suis arrivé en Martinique en 1982, j'avais 6 ans et demi. J'ai été élevé par des descendants d'esclaves. J'ai vécu avec des descendants d'esclaves. Lorsqu'on est petit, on ne sait pas ça, on ne le perçoit pas comme ça. Lorsqu'on grandit, moi j'aime parler de l'écho de l'esclavage qui est toujours là, qui résonne toujours, qui a traversé les âges, le temps. Et je suis persuadé qu'il traverse tout le monde, cet écho. Lorsque Dominique Guédon, que je remercie, qui nous a appelés, Rita et moi, ensuite nous avons appelé Nino Fana, lorsqu'il nous a parlé de ce projet, puis nous avons rencontré l'équipe de la pagerie, lorsqu'on a compris de quoi il s'agissait, eh bien, oui, c'est vraiment. Je joue le rôle d'un juge blanc. J'ai en moi cet écho, j'ai en moi les deux cultures.
à titre personnel, c'est roman et apaisant. Merci. On va prendre une dernière question. Madame Sonia Marc voulait réagir. Non, c'est une question tout simple sur le chant. L'interprétation de Mété Tambour, Mété la Calida. D'entrée, ça nous a mis dans le bain. Tu as excellemment chanté ce chant. Merci. Et maintenant, quel sens, quel poids ce chant-là a dans le procédé? Alors pour moi, c'était important que le bel soit présent. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'était important que le bel aussi soit présent, vu la zone. Et pour moi, en dehors de la signification du chant, c'était d'abord ce que ça me racontait, à la fois d'ancrage, de vague à l'âme, de nostalgie, et pourtant, toujours cette volonté d'avancer. Donc, c'est d'abord un chant qui résonne en moi. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là, soumis aux autres camarades. De même, la Kalida, Aquilée, je l'ai aussi choisi parce que pour moi, on dit souvent en Belay que la Kalida, c'est la mère de tous les Belay. Et je trouvais important aussi par rapport à la personne qui a créé ce chant, M. Victor Frey, de mettre en avant ce type de chant. Je trouve que quand on parle de notre histoire, c'est important d'aller puiser, d'aller regarder, d'aller chercher dans son patrimoine. Je n'avais pas choisi, mais c'est bien. Non, je voulais dire que je veux revenir à la pagerie et à ce qui a été fait ce soir. Moi, je pense que c'est extrêmement important pour nous de comprendre le changement qu'il doit y avoir de ce qu'on appelle le musée. C'est-à-dire que le musée soit non pas un lieu où on fait des expositions, mais soit un lieu, un centre d'interprétation. Et ça, pour moi, c'est important. C'est la manière de faire venir les gens. C'est la manière de transmettre le patrimoine. Alors, tout à l'heure, le directeur de la DRAC parlait du patrimoine, etc., de tous les lieux. En particulier, un lieu que nous avons visité ensemble, ne serait-ce que la fameuse villa de M. Ringot, dans le nord de la Martinique, à Banata, qui est lié au Temps-Roubaix, mais qui permet de comprendre, lorsque l'on va dans un lieu, lorsqu'on fait revivre, comment on peut transmettre. Ça, c'est important. Alors, il y a la médiation culturelle, qui est extraordinaire, d'ailleurs, dans la mesure où non seulement nous avons des acteurs, mais nous avons la sonorisation, qui est excellente ce soir. Nous avons aussi, nous avons bien entendu le chant, nous avons toute cette plongée. Et c'est cette bataille culturelle que je voudrais qu'on comprenne, parce que sur la question des musées, moi je me souviens de ce travail que nous avons fait il y a 3 ans, à travers ce qu'on avait appelé Foyal 350, où Jessica avait travaillé déjà comme une brute dans l'affaire, ou bien où Dominique aussi était là dans cela. Mais l'idée, ce n'était pas simplement de faire des manifestations, mais c'est de montrer que le musée, ça va aussi dans la rue, ça va dans les lieux, et ça s'adresse aux gens partout. Alors, moi, je me souviens de ce boulot qui a été fait sur Lumina Sophie, sur les lieux même où elle a voyagé avec Rita Ravier et d'autres actrices qui ont fait revivre la grand-mère, la mère et elle-même. Eh bien, moi, je crois que c'est à travers ça qu'on va faire de la médiation culturelle, qu'on va faire venir d'autres groupes, y compris pédagogiquement, je veux dire, faire venir des écoles adaptées aux écoles, ces différents éléments, adaptés
aux personnes âgées, adapté aux touristes si on veut faire de l'argent, mais ça c'est autre chose. Mais surtout penser à la transmission que l'on peut faire pour toute une population. Mettre dans la rue des milliers de gens, parce que moi, je suis quand même un petit peu pas content lorsque le musée se ferme. C'est pour ça que je félicite tout le temps l'équipe de la pagerie, sa directrice et son personnel, qui sont extrêmement attachés et dévoués à cela. Et moi, je pense que, alors, comme je sais pas qui termine, mais je pense qu'il faut vraiment une félicitation. Alors, elle disait qu'il ne faut pas d'applaudissements. Moi, je pense que là, il en faut, parce que c'est un travail qui est extrêmement intéressant. Et nous arrivons dans un lieu qui a représenté l'impératrice, qui a représenté Napoléon, etc. Nous arrivons à remontrer qu'il y avait là l'esclavage, qu'il y avait là des gens qui vivaient, qui ont été torturés, qui sont morts, qui ont travaillé, et puis, mais qui étaient en même temps debout. Alors merci beaucoup, c'est très bien, et grand applaudissement, puisque la pièce est applaudissements, oui, pour cette belle équipe qui Alors, juste avant de nous dire au revoir et avant de vous proposer une petite collation, terminer par les mots de professeur de Gilbert Pagot et dire que demain, le dispositif de douche sonore est présenté aux écoles. Nous avons un certain nombre d'écoles sur réservation et que samedi, dimanche, il est présenté au grand public. Et dire à Rita Ravier en conclusion que ancrage et verticalité sont des mots qui nous parlent à la pagerie et nous sommes en train de travailler avec la CTN et la présidente de la commission de culture et encore notre Jessica Pierre-Louis à un nouveau projet que nous soumettrons à nos partenaires parce qu'Émilie est ici, elle est partout. Mais nous souhaitons que les descendants des personnes mises en esclavage à la pagerie, dont les noms sont portés sur la muséographie, viennent nous dire aujourd'hui qui ils sont et comment ils font. Donc avec Jessica Pierre-Louis et la généalogie, nous avons identifié certaines familles avec qui nous avons commencé à travailler sur leur témoignage, leur ancrage et leur verticalité. Merci à vous. On vous